Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment vas-tu ? Bonsoir Clément, je vais très très bien ce soir. Et toi, comment te portes-tu ? Eh bien écoute, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler du bilan de fin de saison. Alors, on va découper ça en plusieurs émissions. La première, on va parler des tops, de nos tops de la saison. 3 catégories. Le top 3 des pilotes pour nous. Le top 3 des écuries et le top 3 des moments savoureux de cette saison. Commençons tout de suite. Mon cher Aurélien, quel est ton top 3 pilote de la saison 2018 de Formule 1 ? Alors, j'ai bien réfléchi et au final, mon top 3 reste assez classique. J'ai mis Lewis Hamilton, qui donc a glané son 5e titre de champion du monde. 408 points au bout de 21 courses, c'est un record de points. Le record de Vettel en 2013 a été pulvérisé. Alors, mis à part son abandon en Autriche qui était dû à un problème mécanique, Hamilton a fait une saison presque parfaite. Énormément de victoires, de podiums, très peu d'erreurs en piste, des pôles en pagaille, en veux-tu, en voilà. Donc très logiquement, il mérite sa place dans ce top 3. Personnellement, moi je le mettrais même en meilleur pilote de la saison 2018. Pour toutes ces raisons. Mais tu peux. Tout à fait. Ensuite, en deuxième, je mettrais Max Verstappen. Max Verstappen qui a eu un début de saison relativement compliqué. On avait d'ailleurs fait un épisode spécial sur lui juste avant le Grand Prix de Monaco. Et justement, passé cette course à Monaco, Verstappen s'est un petit peu révélé. Il a fait beaucoup moins d'erreurs en piste, mis à part bien sûr quelques écarts. Bon, je pense au Grand Prix de Monza, mais bon, ça reste quelques écarts. Il est devenu assez mature dans sa conduite, je trouve. Il a été l'auteur de courses, on peut le dire, exceptionnelles, notamment au Grand Prix des États-Unis, où il s'est lancé 16e, 18e, je ne sais plus, et il remonte à la 2e place. Donc ouais, Verstappen s'est vraiment révélé sur la deuxième partie de saison, plus que sur la première, mais il mérite quand même sa place dans ce top 3. Et enfin, en troisième, Charles Leclerc. Voilà. C'est assez évident là aussi, Leclerc qui, franchement... est incroyable de maturité, c'est sa première saison en Formule 1 et pourtant il a commis vraiment très très peu d'erreurs. Sur la première course, il avait tendance à partir souvent en tête à queue ou à faire des sorties de piste, mais bon, on sentait qu'il cherchait en fait la limite de sa monoplace. Les Formule 1, il en avait vraiment rarement conduit avant cette saison, donc c'est tout à fait normal. Et puis des super résultats à Bakou, en Autriche, en Russie, et puis sur les 3 dernières courses de la saison, à chaque fois il termine dans le top 10 sur une Sauber, il faut le rappeler, Sauber qui était la pire monoplace du plateau au coup d'envoi de la saison à Melbourne. Voilà, tu connais mon top 3. Bah écoute, ce n'est pas une surprise, mais j'ai quasiment le même. Alors avant d'en parler, du coup je vais passer un petit SO à un autre pilote en plus. C'est Sergio Pérez, dont on a très peu parlé cette année. J'en parlerai un peu plus quand on parlera des écuries, un peu spoiler. Mais encore le seul pilote en dehors du top 6 à faire un podium. Les années se suivent et Sergio reste un excellent pilote. Donc voilà, petite pensée pour lui. Il mérite cette petite dédicace, Pérez. C'est vrai qu'il a fait une très bonne saison. Et écoute, pour le top 3, c'est quasiment le même, sauf que je mettrais Leclerc devant Verstappen. Alors Hamilton, il n'y a plus rien à dire. On en avait parlé au moment d'aborder les 2 dernières courses de la saison. Il a réellement tué psychologiquement ses 2 principaux adversaires en termes de curseur, c'est-à-dire celui avec lequel il se battait pour le titre, Sébastien Vettel, et son coéquipier, celui qui possède la même voiture que lui, Valtteri Bottas. Les 2 pilotes ont été complètement mangés par Hamilton, qui a été impressionnant en qualif, en course. Il a fallu faire des efforts monumentaux pour le battre. Vettel sur les premières courses de la saison, la pole de Daniel Ricciardo à Monaco. Enfin, c'est des choses comme ça qu'il fallait faire pour battre Hamilton cette année. C'était extrêmement dur. Il a été super constant sur la durée. Il a gardé toujours son calme. Aucun moment il s'est trop énervé. Même les moments où il était un peu redescendu dans le peloton. Les années précédentes, on l'entendait un peu s'énerver à la radio, dire « j'arrive pas à dépasser ».
Pas cette année. Cette année, il est resté Exactement. calme, voilà, propre. Et du coup, bah voilà, énorme chapeau à ce mec-là qui mérite d'être 5 fois champion du monde, qui avait dit à un moment qu'il s'arrêtera en 2022, ce qui lui laisse 4 saisons pour aller chercher les 2 titres de Schumacher. Vu sa forme actuelle, c'est totalement C'est possible. relativement faisable, ouais. Exactement. En deuxième pilote, je mettrais donc Charles Leclerc. Alors c'est vrai, tu l'as dit, il a fait un début de saison un peu délicat. Et c'est quelque chose auquel il nous avait peu habitués ces 3 dernières années, puisque en F3 en 2015, premier meeting, sur les 3 courses, il fait un podium, une victoire. Voilà. Premier meeting de GP3 en 2016, une victoire. Premier meeting de Formule 2 en 2017, une victoire, un podium. Voilà. Chaque année, Charles Leclerc, c'était des démarrages en trombe. Il s'en fichait de changer de voiture, de changer de catégorie, de changer de team. Parce que c'était son 4e team en 4 ans. Si certains pilotes font toute leur carrière avec les mêmes structures de jeunes, pas lui. Et à chaque fois, il s'adaptait super vite. Là, on a eu un moment de doute. Ce moment de doute a été couplé au fait aussi que Marcus Ericsson a marqué des points avant lui. On s'est demandé si Charles Leclerc, on l'avait pas vu trop beau, trop jeune. Et en fait, réellement, il nous a bluffé, époustouflé sur la seconde partie de la saison. Beaucoup de gens se sont mis même à imaginer ce qu'il aurait donné dans une Ferrari dès cette année, vu le niveau de la Ferrari. Il a été absolument exceptionnel, même avec une Sauber. Voilà, même si la voiture a eu du mieux, tu l'as dit, et bah faire autant de courses dans les points. Voilà, parfois il faisait 3 courses de suite dans les points, des courses super régulières, très très régulier dans sa façon de conduire, très peu d'erreurs, que ce soit en essai libre, en qualif, en course. À partir de la moitié de saison, il a commencé vraiment à se mettre dans le moule, et on sentait que c'était son approche 2019. On sentait qu'il avait vraiment, voilà, il savait qu'il allait chez Ferrari et qu'il fallait se préparer dès maintenant à être à l'étape au-dessus. Et C'est tout ce qu'on vrai. peut lui souhaiter maintenant, c'est que il ait la même constance et le même coup de volant chez Ferrari. Et honnêtement, vu sa progression en 4 ans, ça donne des grands espoirs pour Escudera pour l'an prochain. Et le troisième pilote, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce que tu as dit. C'était un excellent résumé de la saison de Max Verstappen, qui, une fois qu'on avait sorti le premier épisode sur lui, nous a fait mentir. Voilà, merci Oui. Max, mais c'était bien aussi. Et finalement, eh ben, on a eu un Max Verstappen qui termine la saison à 2 victoires. Voilà, derrière Hamilton et Vettel, c'est lui le troisième pilote qui a gagné le plus de courses, à égalité avec son coéquipier. C'est encore, voilà, c'est un gamin qui a 21-22 ans et qui continue de nous épater, qui a peut-être encore 10 ou 15 ans dans les pattes dans un top team. Et c'est là où il est bluffant, c'est qu'il est dans un top team depuis déjà des années et qui continue à se reprendre en main, surtout lorsqu'il est mauvais, ce qu'on pensait pas capable à ses débuts. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur Max Verstappen, c'est un excellent pilote et il l'a encore prouvé cette saison. Je suis tout à fait d'accord, mais je voulais faire un parallèle avec Leclerc. Alors on a su qu'il passait chez Ferrari bien avant la fin de la saison, et pourtant il est resté très concentré sur son rôle de pilote avec Sauber. Et c'est pas le cas de tout le monde. Je pense à Pérez qui en 2012, lorsqu'il a appris qu'il passait chez McLaren, sa deuxième partie de saison était vraiment catastrophique, des accidents, beaucoup d'erreurs. Et donc Leclerc, à l'inverse, est vraiment resté très, très calme, très concentré jusqu'au bout. Exactement. Mon cher, maintenant on va passer à l'écurie, enfin aux écuries. Quel a été ton top 3 de cette année 2018 au niveau des teams? Alors ça a été nettement plus difficile de mon côté pour faire un top 3 équipe. Alors bon, déjà la meilleure équipe de cette saison 2018 à mes yeux, c'est bel et bien Mercedes. Vraiment rien à dire. Le titre constructeur remporté haut la main face à Ferrari, bon, c'est vrai qu'il a un petit peu facilité la tâche. Euh, mais bon, sinon à part ça, une saison à la Mercedes, hein, depuis 2014 on est habitué. Ensuite en deuxième, petite surprise, je pense que ça te fera plaisir, je place Sauber. Voilà, Sauber qui était véritablement nulle part en 2016, nulle part en 2017, à des années-lumière même. Et puis cette saison, voilà, il démarrait comme pire équipe. Et puis, bon, je pense que l'arrivée de Vasseur a fait beaucoup de bien à l'équipe. Euh, le, L'update des V6 Ferrari aussi, ça a dû faire beaucoup de bien. Et donc voilà, Sauber qui a commencé à ramasser des points de plus en plus régulièrement, presque à toutes les courses, et donc qui termine à la 8e place du classement, même si c'est relativement bas, parce qu'il y a quand même seulement 10 équipes engagées. Pour Sauber, c'est quelque chose, voilà. C'est un exploit que je tiens à saluer. Et enfin, en troisième, alors j'ai longtemps hésité, et puis finalement, voilà, j'ai décidé de placer Renault.
qui termine quatrième force. Quatrième force pour Renault, c'est honorable. Pour l'instant, si je dois mettre un peu d'eau dans mon vin, toujours pas de podium, ce qui est regrettable pour Renault. Force India Racing Point a fait un podium cette saison. C'est vrai, c'était dans des conditions un petit peu préférentielles, avec des accidents, des abandons en veux-tu en voilà. Et donc Renault, voilà, qui est resté assez régulière en fait du début de la saison jusqu'à la fin. Donc non, voilà, je les place en troisième meilleure équipe. Eh ben écoute, j'en ai deux en commun avec toi, Sauber et Mercedes, pas dans le même ordre, tu vas voir. Et le troisième, je vais t'en parler un peu plus tard. Donc le premier, pour moi, l'équipe que l'on doit le plus saluer cette saison, c'est Sauber. Tu l'as dit, une équipe qui était au fond du seau il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. On avait espéré un moment un peu de mieux à l'époque de Felipe Nasser lorsqu'il était arrivé. On avait une Sauber plutôt compétitive. L'année d'après, malheureusement, eh bien, ils ont gardé la même voiture exactement. Donc forcément, tu chutes au niveau du classement. L'an dernier, c'était un moteur vieux d'1 an. Donc encore une fois, on n'avait pas totalement les performances. Mais le team a appris à se restructurer, partenariat avec Alfa Romeo, donc avec Ferrari, l'arrivée de Vasseur, tu l'as dit, qui a été voilà, quelqu'un d'extrêmement important pour cette équipe. Et puis des choix des pilotes. Bon alors, Marcus Ericsson, moi en début de saison je le discutais, c'est vrai que cette année il a fait une plutôt bonne saison, donc on peut le saluer. Et surtout, voilà, l'ami Charles Leclerc dont on parlait tout à l'heure, qui a pu exploiter pleinement le potentiel de cette voiture, qui était finalement plutôt bon. Parce que quand on regarde à partir de la seconde moitié de saison, les Sauber étaient souvent en Q2, parfois même en Q3, ce qui était impensable il y a 1 an où elles étaient en queue de peloton avec les McLaren et les Williams. Et cette fois-ci, on a eu des Sauber qui avaient les évolutions au moment où il fallait, qui s'adaptaient aux différents tracés, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. On a eu une équipe finalement assez réactive. Je crois qu'ils ont beaucoup recruté chez les Suisses à Inwil et ça a payé. Donc chapeau à eux. Ils ont su se relever d'un trou dans le trou dans lequel ils étaient. On sait qu'en Formule 1, c'est jamais facile. Lorsque tu as une mauvaise passe, de remonter, c'est plus facile de chuter que de remonter en F1. L'histoire nous l'a beaucoup appris. Et ils ont réussi à finalement remonter et ça leur donne plein d'espoir pour la suite, surtout qu'ils vont avoir l'année prochaine un duo avec Kimi Räikkönen et le jeune Giovinazzi. Ils ont bien su gérer leur truc, bien su gérer l'après Leclerc, parce que c'est dingue de se dire, mais c'est déjà terminé Charles Leclerc chez Sauber. Et voilà, la suite s'annonce bien mieux et c'est grâce en partie à Frédéric Vasseur et ses équipes qui ont travaillé de manière intelligente chez Sauber. La deuxième équipe dont je vais parler, c'est toujours pas Mercedes, c'est Force India. Alors tu m'aurais demandé à la moitié de la saison, je t'aurais dit que Force India était un flop total, puisque passé de la 4ème place l'an dernier, ils étaient très loin au classement, ils avaient du mal à se relever. Et finalement, à la fin de la saison, certes ils sont 7ème, mais il ne faut pas oublier qu'on leur a enlevé des points, beaucoup de points, quelque chose genre 59 points suite à leur changement de nom. C'est une équipe qui, lorsqu'elle est arrivée en Belgique, était à 2 doigts de la banqueroute. S'est retrouvé avec des pilotes, un line-up hésitant, puisque on ne savait pas trop si c'était le papa de Lance Stroll qui allait mettre l'argent, on ne savait pas trop si c'était les soutiens d'un jeune pilote russe dont le nom m'échappe à l'instant. Markelov, bien sûr, Artem Markelov, le pilote. Et Mazepin aussi était dans l'équipe. Et tout à fait, et Nikita Mazepin était aussi dans le coup. Donc en fait, on s'est retrouvé avec 3 pilotes nominés dans des histoires de rachat, plus les 2 pilotes actuels qui étaient promis à rester en 2019. Ça a créé tout un micmac autour du nom de l'équipe aussi, autour de la structure de l'équipe qui allait rester, qui allait partir. Est-ce qu'une fois que le rachat a été officialisé par Lance Stroll, est-ce que c'est lui qui allait prendre la tête de l'équipe? Est-ce qu'il allait laisser l'équipe actuelle telle qu'elle était? Et on a eu très très peur à ce moment-là. On a cru que ça allait faire couler complètement Force India. Et ils s'en sont extrêmement bien relevés. Ils ont prouvé que, comme d'habitude, dès qu'on leur donne un tout petit peu d'argent, et c'est l'équipe là, avec le plus petit budget du plateau, il faut le répéter encore, mais dès qu'on leur donne un tout petit peu d'argent, ils sont capables de faire des choses formidables. On s'est rendu compte qu'en première partie de saison, il n'y avait plus de sous dans les caisses, plus rien n'arrivait, et dès qu'on leur a donné un peu d'argent, ils ont pu trouver des nouvelles façons d'avancer. Ils n'ont pas perdu beaucoup de personnel, c'est ça qui est fort. C'est que d'habitude, lorsqu'une équipe commence à chuter, tout le personnel s'en va. Ça a été le cas avec Sauber d'ailleurs, quelques années avant. On voit un peu le cas avec Williams, ça a commencé l'an dernier. Et là, Force India, ça a très très bien marché. Et chapeau à eux, parce qu'ils se retrouvent
il se retrouve en plutôt bonne position à la fin de la saison, alors qu'on avait sincèrement très très peur à un moment. Et la troisième équipe, évidemment, c'est Mercedes. Voilà, que dire de Mercedes, à part qu'encore une fois, ils ont régné sur la saison. Alors, pas de victoire de la part de Bottas, mais c'est plus la faute du pilote que de l'écurie. Ils ont su se relever surtout, puisqu'en première partie de saison, ils étaient un peu en dessous de Ferrari. Et encore une fois, ils ont su bosser, ils ont su continuer, ils ne sont pas repus de victoire. 5e titre de suite. C'est quelque chose de formidable et on les attend encore là l'année prochaine. On les attend encore là jusqu'au prochain changement de réglementation. Et peut-être même après. Donc chapeau à eux. On ne pouvait pas les mettre premiers parce que ça n'a pas été la belle histoire de la saison, mais ils ont su répondre présent, ils ont su être là. Et après Melbourne, on pensait que le vent allait tourner, et non, ils ont su encore une fois écrire l'histoire, et on est peut-être en train d'assister à un règne encore plus fort que le règne Schumacher-Ferrari avec Hamilton et Mercedes. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Je te propose désormais d'aborder les top 3 moments, les 3 moments forts de cette saison 2018. Alors, toi directement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis les moments forts, les 3 meilleurs moments de cette saison? Alors, dans l'ordre chronologique de la saison, les 3 moments forts dont je vais te parler, c'est la course de Pierre Gasly à Bahreïn, qui m'a fait énormément vibrer ce jour-là. La victoire de Kimi Räikkönen, on en avait parlé lors du podcast sur justement le Grand Prix des États-Unis. C'est pas un pilote qui me tient à cœur, mais qu'est-ce que ça faisait plaisir de le voir là. Et les adieux d'Alonso qui ont été réussis. Et franchement, quand on voit les 3 dernières saisons d'Alonso, c'était un peu compliqué d'imaginer ça. On s'imaginait peut-être un abandon pour sa dernière course, ça a été bien réussi. Donc voilà, un peu mes top 3 moments de cette année. Voilà, si on revient sur la course de Gasly, un patron. On s'imaginait que le trio Gasly, qui n'était pas un pilote bankable jusqu'à peu de temps, Red Bull a hésité à le mettre en F1 en 2017 et attendu fin 2017 pour le mettre. Toro Rosso, qui est toujours une écurie un peu entre deux eaux, entre les moyens financiers de Red Bull et le statut de petite écurie. Et le troisième membre de ce trio, Honda, ce moteur si farfelu dont on s'est moqué pendant leur collaboration avec McLaren. Et là, dès le début de la saison, Pierre Gasly fait une course formidable, prouve à tout le monde qu'il a sa place en F1, prouve à tout le monde qu'on peut réussir avec le moteur Honda et réalise une course absolument incroyable. C'est un sans faute ce qu'il fait. Il réalise des tours extrêmement réguliers, il ne fait pas d'erreur, il ne cherche pas le coup d'éclat, il sait où il est, il sait ce qu'il fait, il a un sang-froid incroyable. Il performe extrêmement bien. Il est devant des voitures qu'on attendait bien plus fortes que lui. Les Haas, après le Grand Prix d'Australie, qu'on attendait à un très haut niveau. Les Renault, voilà. Et finalement, il arrive à contenir tout ça et à terminer 4ème derrière 3 voitures du top 3. Alors, c'est bien évidemment à nuancer par le fait que les 3 autres membres du Big Three ont abandonné, les 2 pilotes Red Bull et puis Kimi Räikkönen, mais tout de même fallait la prendre cette place juste derrière les gros, et avec Toro Rosso c'était pas forcément ce qu'on imaginait le plus, et c'est ce qui s'est passé. Donc chapeau Pierre Gasly. La victoire de Kimi Räikkönen, je te laisserai en parler parce que je pense que tu vas mieux en parler que moi. Je suis pas le mieux placé pour parler de Kimi Räikkönen. Mais par contre, détrompe-toi, tu vas être très surpris en écoutant mes moments. C'est vrai ? Écoute, alors je vais peut-être en parler, voilà, vite fait, juste pour dire que ça faisait 113 GP que Kimi Räikkönen n'avait pas gagné une course. On commençait à se demander si finalement il n'était pas bon pour la retraite, ce que certains se demandent encore toujours. Moi le premier. Et on a eu 4 années et demie de Kimi Räikkönen chez Ferrari qui ne gagne pas une course. En ayant comme coéquipier Vettel et Alonso comme locomotive, il n'a pas réussi à en gagner une. Sa dernière victoire, c'était avec Lotus. Lotus, une écurie qui n'existe même plus au Grand Prix d'Australie 2013. Donc c'était avec la voiture de la saison 2012 en plus, quasiment. Donc finalement, la victoire remontait à une voiture qui avait 8 ans. Et là, il fait une course formidable. On n'y croyait même pas. Moi, pendant toute la course, j'ai cru qu'il allait à un moment se faire dépasser, qu'il allait abandonner. Enfin, pour moi, une victoire de Räikkönen en F1, c'était irréel. Et ce qui est dingue dans cette victoire, c'est que son transfert chez Sauber avait déjà été annoncé. On sait qu'on a attendu 4 ans et demi pour avoir une victoire de Kimi Räikkönen, ou 5 ans et demi même. Et donc on l'a savouré parce qu'on s'est tous dit que c'était la dernière.
Et beaucoup de gens qui n'ont pas savouré la dernière victoire d'Alonso en se disant que il y en aurait d'autres, et ben ont profité d'un autre grand de ce sport qui gagnait à nouveau. Et on s'est tous dit, c'est sans doute la dernière parce qu'il gagnera sans doute pas avec Sauber. Alors on sait jamais le sport, hein, mais ça sera sans doute ça. Et du coup, c'était génial de tous profiter d'un moment de joie. Tout le monde était content qu'il gagne. Les fans de tous les bords étaient absolument ravis que ce soit Raikkonen qui gagne, à part la famille Verstappen, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, grand moment de la saison et merci à Kimi pour tout ce qu'il a fait, même si je le porte, si c'est pas le pilote que j'aime le plus. Voilà, merci à lui pour ça. Et puis enfin, voilà, les adieux d'Alonso, je l'ai dit, moi j'ai redouté un abandon d'Alonso pour sa dernière course. Et non, il a été là. Alors, il fait pas la plus grande course de sa carrière, bien évidemment. Mais il est là. Il fait le taf. Et puis, sur la ligne d'arrivée, la célébration, voilà, les donuts avec lui, Vettel, Hamilton, c'était quelque chose de grand. On sentait que voilà, ces deux champions qui sont Vettel et Hamilton avaient quand même du respect pour leur aîné, pour un mec qui les a vus débuter et lui ont offert un adieu digne de ce nom. Donc merci Fernando, peut-être qu'on te reverra pour une course comme Button. Et voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite et puis bravo. Voilà. C'était un bien bel hommage que tu nous as fait là. Alors moi, bon, tu vas être surpris, mais c'est radicalement différent, mes moments. Vas-y. Alors, j'hésite assez concernant l'ordre. Euh, mais bon, allez, soyons fous. Je mettrai en numéro un l'accrochage entre Max Verstappen et Esteban Ocon lors du Grand Prix du Brésil. Ah là, j'ai Euh, hésité. voilà, tout simplement parce que c'était lunaire. Lunaire, on peut le dire. Des accidents mêlant le leader de la course et le retardataire, on n'en voit pas tous les jours. Directement, je pense à un accident mêlant un autre Verstappen, Jos et Juan Pablo Montoya, toujours au Brésil en 2001. Montoya est en tête de la course, Verstappen juste derrière. Et au moment d'aborder la curva do sol, Verstappen défonce l'arrière de Montoya, le forçant à abandonner. Et donc là, on se retrouve dans une situation un petit peu similaire, parce que nous sommes toujours au Brésil, il y a toujours un Verstappen, sauf que cette fois-ci c'est Max, il est en tête de la course. Il tente de contenir Esteban Ocon qui revient dans ses rétroviseurs avec des pneus beaucoup plus frais, et puis au final les deux ne veulent pas céder en fait. On sait que c'est deux forts caractères, et puis voilà, l'accident, Ocon qui sort Verstappen, Verstappen qui sort Ocon, tout dépend votre version des faits. J'aurais tendance à dire que c'est du 50-50. Et puis surtout, ça n'en reste pas là, puisque les deux viennent s'expliquer dans les garages au drapeau à damier, Verstappen qui est encore échaudé, Ocon qui tente un petit peu de le provoquer en lui riant au nez presque. Bon, les deux n'en viennent pas aux mains. Alors, est-ce qu'on peut le regretter? Je ne sais pas. En tout cas, Verstappen pousse Ocon, donc c'était c'est assez américain en fait comme spectacle. C'est des scènes qu'on a tendance à voir assez régulièrement en NASCAR, en IndyCar, lorsque les deux pilotes ne sont pas d'accord sur une certaine situation, ils se foutent des tartes dans la gueule, c'est comme ça que ça se passe. Et puis non, c'était assez rafraîchissant quelque part, hein. Et puis voilà, il n'y a pas eu mort d'homme. Les deux pilotes se sont excusés, j'imagine, même si ça me surprend que Verstappen se soit excusé. Et puis, non, voilà, je placerai ce moment parce qu'il est extraordinaire, il est too much, il est très américain. Ça tombe bien, Liberty a repris les rênes de la F1 depuis quelques années déjà. Donc voilà, c'est mon numéro un, c'est mon meilleur moment de la saison 2018. Ensuite, en deuxième, je mettrai le Grand Prix d'Allemagne 2018 parce que complètement incroyable aussi. Alors, ça tombe bien parce que 2018 nous a donné quelques courses magnifiques, dont le Grand Prix d'Allemagne. Je pense que vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Vettel en tête de la course, une pluie diluvienne tombe sur la piste. Vettel qui se sort devant ses fans dans le stadion. Hamilton qualifié 14e, qui fait une remontée fantastique, qui nage sous les eaux comme il a l'habitude de le faire et qui remporte cette course. Donc voilà, un Grand Prix incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder immédiatement. Et enfin, en dernier, je placerai le double accrochage mêlant les Red Bull à Bakou lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Encore une fois, un moment spectaculaire.
Ricciardo qui revient sur Verstappen, encore lui, tiens. Verstappen qui ne veut pas céder, et puis voilà, les deux en viennent au contact et qui se sortent dans le premier virage à quelques tours du drapeau à damier. Donc encore une fois, moment incroyable. On n'a pas l'habitude de voir deux pilotes se rentrer dedans. Encore que chez Mercedes, il y a quelques années, c'était assez régulier comme situation. Donc voilà, c'est mon top 3, tu le connais désormais. Bah écoute, je suis très content de ce top 3. C'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver Max Verstappen dans les bons et dans les mauvais moments de la saison. C'est pour ça qu'on l'aime. Et je voulais te poser une question sur ton premier, c'est-à-dire le crash au Brésil. Le plus savoureux, est-ce que c'est le crash ou est-ce que c'est le semblant de bagarre derrière? On n'y a jamais cru. Ah oui, non, évidemment. c'est le semblant de bagarre. C'est le semblant de bagarre, bien sûr. Avec Ocon qui fait une technique bien connue de venir faire semblant de chercher, et puis une fois qu'il est retenu, dire tu veux qu'on se la donne? Oui, tu veux qu'on se la donne? Oui. Une fois seulement qu'il est retenu, c'est formidable. Franchement, bravo Esteban. Le vice comme on en veut, c'est ça qu'on veut en F1, la bagarre et du vice. Ah oui, c'est la France qui est très bien représentée. Et bah écoute, merci pour ce top 3 et merci pour ces top 3. Donc voilà, vous avez désormais nos top 3 pilotes, team et moments de la saison respectifs. On attend les vôtres bien évidemment en commentaire, là chez Decom, toujours. Exact. Et on se retrouve bientôt pour les flops 3 de la saison et autres mignardises, d'autres vidéos, bilan de la fin de saison. Mon cher Aurélien, je te dis à la prochaine et on se retrouve très bientôt. Salut.